C'est au cœur des vacances de février, à l'ombre d'un platane, que j'ai lu Européens et Japonais de Louis Froid, écrit en 1585 au Japon. Dans notre contexte de confinement, cette lecture m'a permis de voyager. Et quel voyage! J'ai découvert les mœurs locales du Japon médiéval, décrites par un Européen. Le parallèle est intéressant avec les essais des cannibales et des coches de Montaigne. J'ai souri en voyant jusqu'où peuvent se loger nos différences. Je cite: Nous portons le meilleur vêtement au-dessus et le moindre au-dessous. Eux ont le meilleur au-dessous et le moindre au-dessus. Ou bien, chez nous, les hommes entrent en religion pour faire pénitence et pour leur salut. Les bonzes le font pour échapper au travail et vivre en repos parmi les loisirs. Ou encore, nos épées, même neuves, si elles sont très bonnes, valent très cher. Celles du Japon, neuves, ne valent rien, mais très anciennes, elles atteignent des prix élevés. Au XVIe siècle, les préjugés sur les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas notre langue, imprègnent alors les mentalités. Or, à aucun moment l'Européen Louis Froid ne pose de jugement négatif sur les Japonais et sur leur culture. Son regard est bien davantage celui d'un ethnologue. En ce sens, il agit comme Montaigne. Son désir de comprendre les mœurs nippones, sa curiosité et même son émerveillement nous laissent deviner l'intérêt que le Japon suscite chez lui. Un extrait m'a beaucoup marqué. Je cite: La symétrie qu'on reconnaît entre deux cultures les unit en les opposant. Elles apparaissent tout à la fois semblables et différentes, comme l'image symétrique de nous-mêmes réfléchie par un miroir, qui nous reste irréductible, bien que nous nous retrouvions dans chaque détail. Cette phrase illustre le message que Louis Froid veut faire passer. Ce n'est pas parce que deux civilisations agissent différemment à propos d'un même sujet qu'elles sont rivales. L'auteur insiste. Le barbare n'est en réalité qu'une représentation de nous-mêmes, à l'allure différente, mais au fond identique. Juger sans préjugés n'est pas chose aisée, surtout au XVIe siècle. Or, c'est précisément en posant un regard sans a priori qu'un dialogue est possible entre deux cultures différentes. Les gens, en Europe, se délectent de poissons grillés ou bouillis. Les Japonais apprécient bien davantage le manger cru. Comme les Japonais, dont je ne connais pas la culture, je préfère le poisson cru. C'est un exemple simple mais qui me parle. Si on n'est pas forcé de connaître une culture pour l'apprécier sous tel ou tel aspect, culinaire par exemple, on se doit de connaître son histoire, ses rites, ses mœurs, avant de poser un jugement. Ce point me paraît essentiel. Les préjugés empêchent de voir la vérité. Si notre regard est biaisé par des a priori, la compréhension et le dialogue s'avèrent bien difficiles. L'auteur écrit dans un style simple, au présent, avec une structure grammaticale récurrente au fil du texte. Je cite: Quand nous buvons, nous sommes assis sur une chaise, eux à genoux. Nous usons de clistères et d'injections, eux n'usent en aucun cas de ces remèdes. Le lexique est soigné. Louis Froid utilise à plusieurs reprises des mots japonais. Ixei, la magnificence, Shikoshe, une secte bouddhiste, Yamabushi, un prêtre errant, et bien d'autres mots, ce qui montre son investissement dans l'apprentissage de la langue pour comprendre de l'intérieur la culture nippone. J'ai apprécié ce livre pour ce qu'il m'a appris sur le Japon, mais également sur l'Europe au XVIe siècle. Mais l'énumération de faits et de constats sans narration rend le style assez indigeste. En conclusion, je dirais que malgré sa présentation catalogue, ce livre est très instructif. J'aimerais ouvrir sur une célèbre estampe japonaise de Kuchutina Okusei, la vague. L'artiste a tiré son inspiration de peintres venus d'Europe. Et voici mon avis: la rencontre entre deux cultures devrait faire jaillir la beauté et l'inspiration davantage que le conflit.